Bonjour et bienvenue sur Allons Science. Allez, je te propose de poursuivre la correction du sujet ENVB 2023. Alors, dans cette partie, on te propose un protocole de dosage des ions Zn2+, en utilisant une solution de DTA. Donc le DTA, c'est un ligand qui ici est préparé à partir d'une solution de sel disodique de l'EDTA, c'est-à-dire qui va libérer des H2Y2-. Donc ce sont des ligands qui vont pouvoir chélater 2 fois les ions Zn2+. La première question qu'on te pose, c'est de justifier avec quels instruments tu vas pouvoir préparer ta solution. Donc dans un bécher de 100 ml, tu mets 5 ml de solution S0 qui est une solution de chlorure de zinc, 5 ml de tampon acétique et 5 ml d'éthanol. Bon, ici, les volumes ne sont pas indiqués précisément, ils t'ont mis 5 ml je pense de manière volontaire. L'objectif c'est quand même de doser les ions Zn2+. Donc s'il y a un volume que tu dois prélever avec beaucoup de précision, eh bien c'est celui de la solution S0. Donc quand on veut prélever un volume avec grande précision, on utilise une pipette jaugée. Donc ici tu peux prendre une pipette jaugée de 5 ml, qui est ici la lettre C du document 3. Et puis pour ce qui concerne l'éthanol et puis la solution tampon, là on n'a pas besoin d'avoir une très grande précision, donc tu peux prendre une éprouvette graduée, par exemple F, ça ira très bien. Et pour les quelques gouttes de ditizone, eh bien une pipette Pasteur fera l'affaire. En question C2, on te demande de rappeler les propriétés d'une solution de tampon. Donc ça c'est des points un peu gratuits puisque c'est des définitions, donc c'est bien là que tu connaisses par cœur tes définitions. Une solution de tampon, c'est donc une solution dont le pH varie peu par dilution, ou par ajout modéré d'acide, ou par ajout modéré de base. Donc voilà pour les questions C1 et C2. Dans ce protocole, la ditizone, ça va te servir d'indicateur coloré, parce que la ditizone, elle se complexe avec les ions zinc pour former un complexe de ditizonate de zinc ZnDZ2 de manière quantitative. Ça veut dire que dès que tu mets tes gouttes de ditizonate, toute ta ditizone va se complexer avec quelques ions Zn2+, parce que tu mets évidemment très peu de ditizone, et bien tu vas avoir une solution donc, qui est de couleur rouge. Dans la question C3, on prépare un tampon acétique, donc on te décrit un protocole pour lequel on te demande de calculer le pH donc de cette solution de tampon. Ce protocole consiste à introduire dans une fiole jaugée de 100 ml une solution d'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium. Donc tu viens ici préparer une solution de tampon en mélangeant un acide et sa base conjuguée. Tu vas donc avoir besoin ici de la relation de Anderson, donc pH égale pKa plus log de la concentration de A- sur la concentration de AH. Tu vas avoir ici besoin de déterminer la concentration de A- dans ta fiole jaugée de 100 ml, une fois que ce sera complété jusqu'au trait de jauge. Et puis tu vas avoir besoin de connaître avec précision la concentration donc de A- et de H. Alors c'est parti. Pour la concentration d'acide éthanoïque, eh bien, tu introduis une quantité de matière d'acide éthanoïque, NaH, qui est égale à C fois V. Ici, ta concentration, c'est 1,0 mol par litre, que tu multiplies par le volume que tu as introduit, qui est 10 ml, donc 10 fois 10 puissance moins 3, et ça te donne donc 10 puissance moins 2 mol introduit. Ce qui fait que ta concentration de AH dans ta solution de 100 ml, eh bien ça va être cette quantité de matière de AH divisée par le volume total qui est 100 ml, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 3. Donc ça te donne du 10 puissance moins 3 mol par litre. 10 puissance 1, non pas du tout. Du 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors il faut que je fasse attention à respecter les chiffres significatifs, puisque on avait ici 1,0 fois 10 moins 3, donc là j'ai marqué 10 moins 2, bon il faut écrire 1,0 fois 10 moins 2, et je vais donner mon résultat final ici pour la concentration en AH, avec deux chiffres significatifs
également, donc je vais écrire 1,0 fois 10-1 mol par litre pour la concentration d'acide éthanoïque. Et maintenant, tu veux déterminer la concentration en A-. Tu introduis une quantité de matière de CH3COONA. Cette quantité de matière que tu introduis, eh bien, tu la calcules en faisant la masse de CH3COONA divisé par la masse molaire de CH3COONA, donc de l'éthanoate de sodium. Ça te fait 1,30 g que tu vas diviser par la masse molaire de CH3COONA. C'est-à-dire, est-ce qu'on te la donne direct ou est-ce que tu dois la calculer? Alors, chou. Tu vas la calculer. Donc 12 et 12, 24, 27, 27 et 32, 59, 59 et 23, 82. Donc ça te donne 1,6 fois 10 moins 2 mol. Alors, ici, c'est quelque chose qui est fréquent, il y a une erreur qui est fréquente, que je vois souvent, c'est que tu ne dois absolument pas confondre la masse molaire de CH3COONA et celle de CH3COO-. C'est-à-dire que ce que tu prélèves ici, c'est une poudre de CH3COONA. Donc quand tu calcules la quantité de matière de CH3COONA introduite, tu dois utiliser la masse molaire de CH3COONA et surtout pas celle de CH3COO-. Étant donné ensuite que CH3COONA, c'est un solide ionique, à l'instant où tu le dissous dans de l'eau, eh bien tu libères, pour chaque mol de CH3COONA, tu libères une mol de CH3COO- et une mol de Na+, qui vont être des ions spectateurs. C'est ce qui me permet de dire ici que la quantité de matière de CH3COO- qui se retrouve en solution, eh bien, elle est égale à la quantité de matière de CH3COONA que tu as introduit. Donc ici, la quantité de matière de CH3COO-, donc d'éthanoate, c'est 1,6 fois 10 moins 2 mol. Et c'est ça qui te permet d'utiliser ensuite le volume total de ta solution pour calculer la concentration de CH3CO- en solution, qui va être égale à 1,6 fois 10 puissance moins 2, divisé par le volume de ta solution, qui est 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Ça te donne 1,6 fois 10 moins 2 sur 100 fois 10 moins 3, 1,6 fois 10 moins 1 mol par litre. Tu utilises ensuite ta relation de Anderson pour donner pH égale pKa plus log donc 2CH3CO- sur la concentration d'acide éthanoïque, et tu trouves, alors le pKa, tu dois l'avoir quelque part, ça doit être 4,8. pKa, oui, on a la constante d'acidité de l'acide éthanoïque. Donc la constante d'acidité, c'est Ka égale 10 puissance moins pKa. On te donne Ka égale 10 puissance moins 4,8. Donc tu vois que ton pKa, c'est 4,8, plus le log. Donc là, on fait le rapport des concentrations, c'est-à-dire 1,6 fois 10 moins 1 sur 1,6 fois 10, pas 1,6, donc hop, on va reprendre là. 1,0 fois 10 moins 1 pour en bas. Ok, donc 4,8 plus log de 1,6 fois 10 moins 1 sur 10 puissance moins 1, et tu trouves un pH égale 5. Ce qui veut dire que la solution tampon que tu as préparée ici a un pH de 5, et donc elle va te servir à maintenir le pH de ta solution globale stable. Donc à ce stade, en fait, si on te fait utiliser cette solution tampon, c'est parce que le DTA c'est un tétraacide, comme on le verra dans la question C5, et on veut être certain d'avoir une forme de l'EDTA qui est adaptée à la complexation.
Si on est dans un milieu beaucoup trop acide, eh bien le DTA sera sous forme de H4Y et ne te permettra pas de complexer les ions Zn de plus, ce qui du coup va rendre inutile tout notre protocole. La question C4 porte sur le pH d'apparition du précipité d'hydroxyde de zinc. Donc si tu considères l'hydroxyde de zinc pour lequel on te donne le produit de solubilité, alors on va poser les choses dans l'ordre du produit de solubilité. On a du Zn, de l'hydroxyde de zinc solide, qui peut se solubiliser sous forme d'ion zinc plus 2HO- aqueux. Donc ça c'est l'équation de la solubilisation des ions de l'hydroxyde de zinc. La constante de solubilité, le produit de solubilité, est 10 puissance moins 15,7. C'est égal à la concentration de Zn2+, fois la concentration de HO- au carré, puisque la définition d'une constante d'équilibre, c'est que c'est la valeur qui doit être atteinte lorsque je fais le produit des concentrations affectées par leur nombre stoichiométrique, eh bien c'est la valeur qu'on atteint à l'équilibre. Cette valeur à l'équilibre ici, c'est 10 puissance moins 15,7. Et on te dit que ici, pour une solution en ion Zn2+, de 0,010 mol par litre, eh bien, quelle sera la concentration de HO- qui va entraîner l'apparition d'un précipité? Le précipité va apparaître au niveau de ce point de rupture, c'est-à-dire au moment où ta constante de solubilité atteint la valeur 10 puissance moins 15,7, le produit réactionnel atteint la valeur 10 puissance moins 15,7, ça veut dire que tu te trouves pile poil à l'équilibre entre j'ai trop de Zn2+ et de HO- en solution, si j'en ajoute une toute petite goutte, ça va commencer à précipiter. Et toi, tu veux absolument, dans ton expérience ici, éviter qu'il y ait un précipité de ZnOH2, parce que si le ZnOH2 précipite, tu ne pourras pas doser de manière précise, tu ne pourras pas doser les ions Zn2+, ce qui est quand même ton objectif. Donc tu veux savoir à partir de quelle concentration en HO-, si ta concentration en Zn2+, est égale à 0,010 mol par litre, eh bien tu veux savoir pour quelle concentration en HO- est-ce que tu vas commencer à observer de la précipitation, et donc pour quel pH. Donc tu résous cette équation qui est ici, ça te donne concentration en HO- qui commence à précipiter, on va dire, eh bien c'est égal à ton Ks divisé par la concentration en Zn2+, et tu fais la racine carrée de tout ça, puisque on avait HO- qui était au carré. Ça te fait racine carrée de 10 puissance moins 15,7 divisé par la concentration en Zn2+, c'est-à-dire 10 puissance moins 15,7 divisé par 10 puissance moins 2, donc ça fait la racine carrée de 10 puissance moins 13,7, et prendre la racine carrée, eh bien c'est comme faire puissance 1/2, donc il va te rester ici 10 puissance moins 6,85. Et tu sais que le pH est égal à 14 plus log de la concentration en HO-. Alors peut-être ici qu'on n'acceptera pas que tu utilises cette relation directement et que tu dois repasser par le produit ionique de l'eau qui dit que le Ke est égal à la concentration en HO- ou à la concentration en H3O+, et donc que la concentration, ou alors que le pH, eh bien, étant donné que le pH est égal à moins log de H3O+, eh bien, ça va nous faire moins log de Ke sur concentration de HO-, ce qui te donne moins log de Ke plus log de la concentration en HO-, c'est-à-dire que ton pH est égal à moins log de 10 moins 14, donc 14, plus log de la concentration en HO-. Ça te fait 14 plus log de 10 puissance moins 6,85, c'est-à-dire 14
moins 6,85 et ça te donne un pH de 7,15. Moralité, si le pH est supérieur à 7,15 pour une concentration en Zn de plus qui est égale à 0,010 mol par litre, eh bien on commencera à avoir une précipitation d'hydroxyde de zinc. On commencera à avoir la précipitation de ZnOH2. La précipitation de ZnOH2. Donc c'est ça ici, la philosophie, c'est de proposer un protocole de dosage du zinc de plus avec des ligands EDTA, mais pour que cette précipitation, pour que cette complexation plutôt, elle ait lieu, eh bien il faut être dans une gamme de pH qui permettent d'éviter la précipitation des ions Zn2+, avec HO-, donc on ne peut pas être à un pH supérieur à 7, et puis il faut aussi veiller à avoir la forme du ligand EDTA qui nous convient bien, et puis comme on l'a vu aussi en première partie, il ne faut pas être non plus dans un milieu trop acide. Donc on veut travailler dans un milieu tamponné pour pouvoir doser parfaitement nos ions Zn2+. Alors sur la question C5, on te dit que le DTA est un tétraacide noté plus simplement H4Y et tu dois en tracer le domaine de prédominance en utilisant l'écriture simplifiée. Effectivement, on te donne 4 constantes d'acidité. Tu as donc H4Y que tu souhaites placer. Et puis, eh bien, le triacide H3Y-, le diacide H2Y2-, HY3- et la base Y4-. Donc ces frontières pour le diagramme de prédominance, elles se trouvent à moins 2,0, à 2,0 pardon, à 2,7, 6,2 et 10,3. Donc tu as un diagramme de prédominance qui t'indique que si tu te situes à un pH qui est égal à 5, ce qui est le cas ici, eh bien l'espèce qui prédomine c'est H2Y2-, qui a les qualités nécessaires pour complexer du Zn2+. Ça serait pas forcément le cas avec tous les ions, parce qu'il y a pas mal de ions métalliques qu'on va plutôt doser avec le DTA complètement déprotoné. Donc au contraire, on cherchera à avoir une solution tampon qui permet d'avoir un pH plus basique pour avoir les Y4- pour complexer. Bon, ici on ne veut surtout pas, puisque le problème c'est que les ions Zn2+ se complexeraient avec les ions hydroxydes, mais pour d'autres métaux, on pourrait utiliser Y4- et on préférait utiliser Y4-. Voilà pour la question C5. Question C6. Si on ne tient pas compte de la présence du tampon acétique, écrire l'équation bilan de la réaction de titrage. Donc ici, tu aurais tes ions Zn2+ aqueux qui se complexeraient avec les ligands, donc H2Y2-, mais on aurait ici une libération d'ion H+, donc on aurait ZnY aqueux, donc c'est ici, on l'a dit, un complexe. Et puis tu aurais donc une charge globale de 2-, puisque ce serait du Zn2+ avec des Y4-, et on aurait la libération de 2 protons. Alors, question C7, on te demande d'expliquer comment évoluerait le pH lors du titrage. Et bien là, lors du titrage, on aurait une concentration en H+ qui augmente, donc on aurait un pH qui diminue. Donc le pH diminuerait.
au cours du titrage. Alors on a vu dans la partie A que plus le pH devient acide et plus la forme ZnCl2 se forme, et on avait vu qu'au contraire, si on est à un pH un petit peu plus élevé, c'est plutôt la forme Zn2+, qui prédomine. Donc ici, nous, on veut toujours veiller à rester quand même à un pH où la forme Zn2+ est prédominante. Bon, il faut quand même descendre à un pH très acide pour que ce soit ZnCl2 qui prédomine, puisqu'il a fallu utiliser de l'acide chlorhydrique fumant. Mais surtout ici, ce qu'on ne veut pas, c'est descendre à un pH qui soit trop bas, inférieur à 4, on va dire, parce qu'à partir du moment où on va être un pH plus petit que 4, le diagramme de prédominance de l'EDTA nous montre qu'on va se retrouver avec une forme H3Y- qui va devenir de plus en plus importante. À pH 2,7, on a exactement autant de diacides que de triacides. À pH 3,7, on a 90% de diacides et 10%, enfin bref. Pour pouvoir complexer les ions Zn2+, il faut avoir à minima des ligands H2Y2-. Si tu as des ligands H3Y-, tu ne vas plus pouvoir faire un titrage, enfin une complexation des ions zinc qui te permettra un titrage quantitatif. Donc le pH diminuerait si on n'avait pas de tampon acétique, et ça serait très embêtant puisque nous n'aurions plus nos ligands H2Y2-. Préciser alors l'intérêt du tampon acétique en l'illustrant par une équation bilan. Eh bien, le tampon acétique ici, ça va être tes ions CH3COO- aqueux qui vont réagir avec les ions H+, pour donner un équilibre avec CH3COOH. Donc l'idée, voilà, ici, bon, je pense que c'est ça la question, préciser l'intérêt du tampon acétique. Je pense que l'idée ici, c'est de montrer qu'effectivement, il y a un équilibre permanent entre CH3COH et CH3CO-. C'est le rôle de la solution tampon. Par la présence de base et de son acide conjugué, eh bien, on est capable de maintenir un pH à peu près constant. Alors, maintenant, on te demande de réécrire l'équation bilan de la réaction de titrage en tenant compte de la présence du tampon acétique et de calculer la constante thermodynamique de cette réaction et de commenter la valeur obtenue. Bon, quand on te dit de commenter la valeur obtenue, c'est que tu dois t'attendre à trouver une constante d'équilibre plus grande que 10 puissance 4, parce que sinon, ça veut dire que ta réaction thermodynamiquement n'est pas favorisée, et nous, on veut que la réaction, elle soit quantitative. Donc déjà, il faut que le K soit plus grand que 10 puissance 4. Alors, en prenant en compte la présence du tampon acétique, eh bien, tu vas avoir une réaction globale dans laquelle tu veux faire réagir des ions Zn2+, avec des ions H2Y2-, en présence eh bien, de 2CH3COO- aqueux, qui vont te permettre d'obtenir ZnY2- aqueux plus 2CH3COOH aqueux. Donc là, tu as une réaction globale dans laquelle tu as bien la complexation de tes ions Zn2+, et dans laquelle tu vois le rôle de ta solution tampon, donc ici les ions éthanoates, qui vont capter les ions H+, libérés lors de la complexation de Zn2+, avec les ligands Y4-. Donc tu as cette réaction ici, et cette réaction, on va l'appeler la réaction 1. Et cette réaction 1, toi ton objectif, eh bien, c'est de trouver de quelle réaction est-ce qu'elle est la combinaison. Cette réaction 1, elle résulte de la combinaison de plusieurs réactions qui vont impliquer notamment les constantes d'acidité de l'EDTA, et puis la constante d'acidité de l'acide éthanoïque, et puis la constante de complexation de Zn2+, avec le DTA. Donc il va falloir qu'on panache tout ça. Donc par exemple, première réaction que j'ai envie ici d'utiliser, c'est que la complexation, donc le Zn2+, eh bien, est capable de se complexer avec les ions Y4- pour former
eh bien, des complexes Zn Y2-. Et la constante associée à cette réaction que je vais noter 2, eh bien, c'est bêta égale 10 puissance moins 16,7. Donc ça, déjà, je vois ici que j'ai les ions Zn2+ en réactif, j'ai les complexes ZnY2- en produit, et donc les ions Y4-, eux, n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin d'une réaction, on va prendre ici une réaction 3 et une réaction 4. La réaction 3, eh bien, ça va être une réaction acido-basique, ça va être par exemple, donc nous c'est les H2Y2- qu'on souhaite, on souhaite travailler avec H2Y2-, H2Y2- plus H2O, c'est un équilibre pour obtenir H2Y2-, pour obtenir HY3- plus H3O+. Pour cette réaction, tu possèdes un Ka qui est égal, donc qui est le Ka3 et le Ka2, pardon, équivaut 10 puissance moins 2,7, puisque c'est la deuxième constante d'acidité, donc je l'ai peut-être pris à l'envers. Oui, c'est bien le Ka3. Donc le Ka3, puisque on est sur la frontière, ici, entre H2Y2- et HY3-, H2Y2- et HY3-, oui, c'est le 6,2, pardon, 10 puissance moins 6,2. Donc là, tu peux t'appuyer sur ton diagramme de prédominance pour bien écrire les équilibres acido-basiques qui peuvent impliquer le ligand EDTA. Et puis, l'autre équilibre qui va t'intéresser ici, c'est donc HY3- aqueux plus H2O liquide qui peut te conduire aux ions Y4- aqueux plus H3O+. Et donc là, on se situe, si tu regardes encore ton diagramme de prédominance, à la frontière qui est ici, où ton pKa est égal à 10,3. Ça te donne donc ici la constante d'acidité Ka4, qui est égale à 10 puissance, je viens de le dire, moins 10,3. Voilà. Donc c'est pas évident cette question parce que tu dois être méthodique, tu dois avancer pas à pas. C'est-à-dire que ta réaction globale de titrage, eh bien, tu la comprends parce que tu as répondu à la question C6, quelle serait l'équation bilan s'il n'y avait pas la solution tampon. À la question 7, bah, tu dis bah oui, mais la solution tampon, son rôle c'est de capter les H+, donc ça te permet d'établir l'équation 1 que j'écris ici. Et ensuite, tu dois vraiment te laisser guider, c'est-à-dire te guider toi-même en te disant que cette réaction 1, pour l'obtenir, tu dois nécessairement combiner différentes réactions chimiques pour lesquelles on te donne les constantes d'équilibre. Donc tout d'abord, la réaction 2, parce qu'il y a les ions Zn2+, qui sont ici. Puis ensuite, la réaction 3, parce que tu veux pouvoir travailler, introduire les ions Y4-, enfin le DTA Y4-, mais qui n'apparaît pas dans l'équation bilan. Donc cette réaction 2 qui nécessite des ions Y4-, mais il va falloir trouver des réactions qui vont les faire sauter. Donc si tu regardes ici, le Y4- que tu as là, tu le retrouves ici. Donc quand on va combiner dans ce sens-là les Y4-, tu vas pouvoir les enlever dans ton équation globale. Pareil pour les HY3- qui sont ici de part et d'autre. Ici j'ai deux molécules d'eau et ici j'ai deux H3O+. Ça va bien, si tu fais la balance, ça va bien libérer les ions H+, qui sont captés par CH3COOH. Donc au final ici, ce qu'il me manque moi, eh bien c'est la réaction, le Ka qui concerne CH3COH et CH3CO-. Donc je vais l'écrire ici dans le bon sens, c'est-à-dire CH3COOH aqueux plus H2O liquide, qui est en équilibre avec les CH3 COO- aqueux plus H3O+ aqueux. Et ça donne un Ka
qui est égal à 10 puissance moins 4,8. Très bien. Donc si on récapitule l'ensemble ici, on a une réaction 1 qui est égale à la réaction 2 plus la réaction 3 plus la réaction 4 moins la réaction 5, puisque la réaction 5 on la prend dans le sens inverse, et plus précisément étant donné qu'on va avoir besoin de 2 moles de CH3COO- pour doser, pour réagir, pour capter les ions H+, et bien cette réaction 5, il va falloir la prendre 2 fois. Donc si on se ramène à la thermodynamique, on va ici considérer que la réaction delta Rg, la réaction 1 delta Rg01 est égale à delta Rg02 plus delta Rg03 plus delta Rg04 moins 2 fois delta Rg02. C'est-à-dire que le moins RT ln de la constante d'équilibre de la réaction 1, c'est notre objectif, trouver la valeur de la constante d'équilibre de la réaction 1, va être égal à moins RT ln de K02 moins RT ln de K03. Alors tout ça à la température de 298 Kelvin, tu peux le préciser, moins RT ln de K04 plus 2 RT ln de K02. On va tout diviser par moins RT, ça va te donner ln de K01 égale ln de K02 plus ln de K03 plus ln de K04 moins 2 ln de K02. Donc le 2 ici tu peux le faire passer en puissance d'après les règles d'exponentielle. Voilà. Et puis si tu rassembles l'ensemble de tes logarithmes népériens, eh bien tu vas te retrouver avec K01 égale K02 fois K03 fois K04, le tout divisé. Par contre j'ai 2 K02, donc ça va pas le faire du tout. C'était ici un 5 depuis tout à l'heure, pardon. Tac, voilà, divisé par K05 au carré. Donc la réaction 2, elle avait comme constante thermodynamique bêta égale 10 puissance moins 16,7. 10 puissance moins 16,7. K03, c'était la réaction 3, 10 puissance moins 6,2. La réaction 4, 10 puissance moins 10,3. Le tout divisé par la réaction numéro 5. Réaction numéro 5, 10 puissance moins 4,8 qui est au carré, donc ça fait 10 puissance moins 9,6. Ce qui te donne une constante d'équilibre, donc là on va faire des règles de puissance. Ça fait 10 puissance moins 22,9, moins 32,9, 10 puissance moins 33,2 sur 10 puissance moins 9,6. Hop là, donc là, comme je vois pas très bien, j'ai marqué 10 puissance moins 16,7, mais évidemment, puisque c'est une constante de formation globale du complexe ZNY2- qui se fait de manière quantitative, évidemment, le bêta est très grand, donc c'est 10 puissance 16,7 et non pas 10 puissance moins 16,7. Mes excuses. Et donc là, tu peux faire ton calcul avec 10 puissance 16,7, alors je vais compter de tête, 10 puissance 10,2, 10 puissance 0,1, 10 puissance moins 9,6 au dénominateur, ça fait 10 puissance 9,7. Oui, c'est presque ça. 9,8, ça y est. Autant pour moi. Bon, j'essaye de calculer de tête, ça maintient en bonne santé, mais parfois je trompe un petit peu. Donc ici, on trouve une constante d'équilibre globale quand on a fait toute cette combinaison, qui est égale à 10 puissance 9,8. Donc on est satisfait déjà parce que c'est cohérent, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand que 10 puissance 4. Donc cette réaction, elle est quantitative, elle est thermodynamiquement favorisée, et c'est ce qu'on veut.
Alors, cette question, bah, elle n'est pas évidente, donc il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu t'entraînes. Moi, vraiment, mon conseil, c'est de te dire qu'à partir du moment où tu sais quelle est l'équation de bilan que tu es en train de rechercher, donc ici l'équation 1, tu écris tous les équilibres que tu peux écrire avec les espèces concernées dans le sens normal, c'est-à-dire non pas forcément dans le sens dans lequel tu vas les utiliser, ces équilibres, mais tu les écris dans le sens pour lesquels tu as les constantes d'équilibre. Par exemple ici le bêta, bah bêta c'est Zn de plus y4 moins, donc je l'écris dans le sens de la complexation. Ça tombe bien, c'est aussi le sens dans lequel je vais l'utiliser pour la réaction 1. La réaction 3 et la réaction 4, c'est pareil, c'est aussi le sens dans lequel je les utilise, ça tombe bien. Pour la réaction 5, eh bien, même si toi tu utilises les CH3CO- pour tamponner ton milieu, enfin ici pour capter les H+, eh bien tu écris quand même ta constante d'acidité dans le bon sens. Une constante d'acidité, ça s'écrit toujours AH plus H2O donne A- plus H3O+. Donc tu l'écris dans le bon sens, et ensuite tu regardes si la réaction tu la prends à l'envers ou à l'endroit, si tu la prends plusieurs fois ou pas, etc. etc. Et une fois que tu as fait ça, tu peux pas te tromper parce que ta réaction 1, c'est donc une combinaison linéaire de tous ces équilibres. Et cette combinaison linéaire ici, c'est réaction 2 plus réaction 3 plus réaction 4, moins 2 fois la réaction 5. Tu dois préciser la température pour laquelle tu calcules une constante d'équilibre, donc c'est bien de l'écrire ici. Les constantes d'équilibre sont données pour des températures, c'est pareil pour les enthalpies libres, pour les enthalpies standards, pour les entropies, etc. Donc, voilà. Ici, tu as donc C8. La réponse à cette question, c'est de trouver donc une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance 9,8. Waouh, tonique cette question. Très bien. Alors, question C9. Question C9, on va peut-être rebasculer sur une couleur normale. Question C9. À l'aide du document 2, expliquez comment l'équivalence de ce titrage est repérée en précisant bien les espèces mises en jeu. Alors tout à l'heure, nous, on avait dit que on préparait... Voilà, tu avais au début une solution dans laquelle il y a des ions Zn de plus. Ces ions Zn de plus réagissent. Ils réagissent donc avec la ditisone. La ditisone qu'on écrit HDZ, qui est un monoacide. Donc tu as besoin de 2 ditisones HDZ, puisque tu formes des complexes ZnDZ2, on te dit de manière quantitative. Voilà, donc tu peux mettre une flèche directement. Ces ZnDZ2, on te dit qu'ils sont de couleur rouge. Les ZnDZ2 sont rouges. Et quand tu mets quelques gouttes de ditisone, ça veut dire qu'il y a très peu d'ions Zn de plus qui ont été complexés, donc ça ne va pas nuire à la précision de ton dosage. Et de toute façon, ce complexe ZnDZ2, il est thermodynamiquement moins stable que le complexe ZnY2-, qui lui est incolore. D'accord, donc c'est moins stable que le complexe ZnY2-. Donc ZnY2-, c'est celui sur lequel on vient de travailler et il est moins stable. Ok. Donc, étant donné que ta réaction prépondérante, ça reste la réaction de titrage de Zn de plus par les H2Y2-. Tant que il reste des Zn de plus libres en solution, eh bien, c'est les Zn de plus qui se complexent avec le DTA, qui sont la réaction prépondérante. 10 puissance 9, on a dit. À partir du moment où il n'y a plus d'ions Zn de plus, eh bien, les ions Zn dZ2 vont réagir avec le DTA, donc avec les H2Y2- à queue, et ils vont réagir de manière rapide, normalement, si tu veux pouvoir repérer ton équivalence, pour former des ions des complexes ZnY2- plus
DHDZ, qui, on l'a dit ici, les solutions de HDZ sont vertes. Donc tu vas passer ici d'une solution qui est rouge à une solution qui est verte. Donc on va pouvoir dire que l'équivalence du titrage est repérée par un changement de coloration, donc un changement de coloration du rouge vers le vert. Alors pour la dernière question, on te demande de déterminer la masse de chlorure de zinc qui a été dissoute dans la solution S0 initialement. Donc ici tu réécris la réaction de titrage et puis tu donnes la relation à l'équivalence. Donc à l'équivalence, on a C égale V égale, donc concentration en Zn2+, fois le volume de Zn2+, qui est égal à la concentration en H2Y2- fois le volume équivalent. Ça te permet de dire que la quantité de matière, parce que ça c'est la quantité de matière de Zn2+, qui est ici, la quantité de matière de Zn2+, qui a été dosée, est égale à la concentration en EDTA fois le volume équivalent. Donc la concentration de ta solution de DTA, elle est égale à 0,010. Donc ça te fait du 0,010 multiplié par le volume équivalent de 12,9 ml, donc x 10 moins 3. Ça te donne une quantité de matière de Zn2+, qui est 12,9 x 10 puissance moins 5 mol, que tu dois donner ici normalement avec bien deux chiffres significatifs. Oui, puisque ta solution de DTA, sa concentration t'est donnée avec deux chiffres significatifs, donc ça fait 1,3 x 10 puissance moins 4 mol d'ion Zn2+. Et comme ta solution S0, tu l'as diluée 20 fois, puisque initialement tu avais prélevé 5 ml de S0, dans une fiole jaugée, ouais c'est ça, puisque ta masse de chlorure de zinc prélevée au début a été dissoute dans l'eau pure dans une fiole jaugée de 100 ml, donc sous-entendu tu avais complété jusqu'au trait de jauge et tu n'avais prélevé que 5 ml de S0, ce qui fait un facteur de dilution qui est égal à 20. Donc la quantité de matière initiale que tu as introduite de Zn2+ dans ta fiole, c'est 20 fois 1,3 fois 10 puissance moins 4, ce qui te donne 2,6 fois 10 puissance moins 3 mol d'ion Zn2+ introduit initialement. Et puisque chaque ZnCl2 que tu introduis en solution, eh bien, chaque mol libère une mol de Zn2+, eh bien, tu peux dire que cette quantité N0 d'ion Zn2+, c'est aussi égal à la quantité de matière de ZnCl2 que tu avais introduit initialement. Autrement dit, la masse de ZnCl2 introduite au départ de ton expérience dans ta fiole jaugée de 100 ml, c'est égal à petit n fois grand M, c'est-à-dire 2,6 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 136,4 qui est la masse molaire du chlorure de zinc, et ça te donne 3,5 fois 10 puissance moins 1 gramme. Et voilà donc pour la correction de cette partie. J'espère que mes explications ont été assez claires. Si jamais tu constates une erreur ou si tu as un avis différent sur des réponses que j'aurais données à une question ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en faire part. Je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne pour permettre un bon développement, et puis n'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Merci pour vos encouragements et puis bon courage pour le concours. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Alors on Science.